je sais pas pour vous, mais quand je regarde des films, que je regarde des infos, que je lis des bouquins, je vois que des futurs dans lesquels j'ai pas spécialement envie d'aller. On parle que d'effondrement partout. Et j'avais envie de regarder comment un avenir pourrait être souhaitable. Et pour ce faire, je reçois Jean-Pierre Gou, qui est un entrepreneur dans l'énergie, qui est auteur d'un bouquin qui donne un avenir positif. Et je trouvais ça important de le recevoir parce que je crois que ce qui nous manque beaucoup, c'est un avenir dans lequel on a envie de se projeter sur les 10, 20 prochaines années. Vous êtes sur Vlan, je suis Grégory. Si vous pouvez laisser un commentaire sur iTunes, ça serait génial. Ou 5 étoiles, tout simplement. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Grégory. Comment vas-tu ? Eh ben, très bien, ça va. Tu as écrit 2 romans. Oui. Qui s'appellent Le siècle bleu, oui. Tome 1 et 2. Oui. Pourquoi tu as écrit ces romans ? J'ai écrit ces romans au départ pour me rassurer que il y avait un autre 21e siècle qui était possible, dans lequel les choses se finiraient bien, quoi. Et donc j'ai essayé d'imaginer une narration alternative du début de ce 21e siècle. Donc c'est un roman qui est contemporain et une succession d'événements qui ferait que on irait dans un futur vers lequel on a envie d'aller. Et pour moi, quand je lisais à la fin des années 2000 tous les faits qui s'accumulaient sur les désastres écologiques, les désastres économiques, les désastres sociologiques, je me disais mais il n'y a pas de voie possible. Mais je lisais aussi beaucoup de choses sur les solutions, et pour les agencer, pour arriver à en faire une vision du futur, au départ je voulais écrire un essai, et puis la forme du roman s'est assez vite imposée parce qu'elle permet de mettre en scène les gens qui vont faire cette transition. Et c'est pour ça que j'ai choisi la forme du roman. D'accord. Et alors du coup, c'est vrai que c'est intéressant, on avait cette discussion hier avec mes étudiants. Autant quand tu étudiais dans les années 60, on te projetait l'an 2000 avec des images qui étaient plutôt positives. Alors après, on a envie de croire aux voitures volantes ou pas, mais en tout cas, c'était les images qu'on nous projetait. Aujourd'hui, les images qu'on nous projette, elles sont extrêmement dystopiques. On n'est que dans l'effondrement, on n'est que dans la fin de l'humanité, à la fin du monde, etc., etc. Que ce soit dans les films, je pense à Will Smith, je pense à pas mal de films différents, que ce soit dans les bouquins. Enfin bref, on n'est que dans un futur qui est finalement pas très souhaitable, lui. Non, mais c'est vraiment un problème de notre temps. C'est-à-dire que quand on regarde les créations littéraires ou les créations effectivement cinématographiques, si on prend par exemple Blade Runner 2049, même s'il y a de la technologie, etc., on est dans des mondes surpopulés, avec des villes dans lesquelles on étouffe, avec des gouvernements qui contrôlent toutes les données, qui contrôlent le moindre de vos faits et gestes, et dans lequel, en fait, on n'a pas envie d'aller, et surtout pas envie d'amener nos enfants, et c'est extrêmement problématique. Et effectivement, des futurs dans lesquels il y aurait eu des bifurcations ou des grands choix faits par l'humanité liés à des révolutions, des innovations ou des changements sociétaux, il y a peu de gens qui explorent ça, et c'est un vrai problème. Et je pense qu'il y a un pont à créer entre le monde en émergence qui est réel aujourd'hui, entre tous les changemakers qui s'occupent de réinventer le monde dans tous les champs de réinvention et dans tous les lieux de la planète, et les gens qui créent des romans ou des scénarios ou des séries pour qu'il y ait un pont entre les deux, pour en faire un matériel narratif. Et ce pont n'existe pas, donc là il y a un vrai besoin que les gens qui écrivent des scénarios se penchent là-dessus. Puis il y a aussi, on va dire, un fond marketing dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent oui mais des histoires qui se terminent bien ou des mondes utopiques, ça fait pas vendre, quoi. Alors ça c'est complètement faux, parce que quand vous regardez les Avengers ou Star Wars, etc., on a quand même des gentils qui se battent contre des méchants, puis à la fin ça marche bien, et les happy end ça fait toujours vendre quand elles sont bien narrées, mais il faut un scénario dans lequel il se passe des retournements où justement le futur positif ou souhaitable il vient pas facilement, et que c'est lié aux efforts des héros et héroïnes de la fiction qui arrivent à ça. Et il y a moyen de faire des fictions qui soient trépidantes et qui se finissent bien et qui ouvrent vers des futurs positifs.
voilà. Après, peut-être que cette dimension marketing, il suffit qu'il y ait un gros succès de ce type-là, plus utopique que dystopique, pour que d'autres, c'est assez moutonnier, hein, Hollywood ou le monde des romans. Et voilà. Donc moi, quand j'avais écrit Siècle Bleu, justement, il y avait des gens qui avaient dit ça. Oui, ça va être difficile parce que les gens aujourd'hui veulent lire du livre Écologie de catastrophe. Bah, aujourd'hui, les lecteurs sont extrêmement contents de ce livre et il y a des retours énormes. Ça donne une énergie énorme aux gens. C'est un roman qui est réaliste parce que c'est pas une utopie qui est basée sur une autre planète dans une autre époque ou avec d'autres types de technologies. On parle du monde de maintenant avec toute sa noirceur, on va dire, et au lieu d'en déduire une catastrophe, et ça c'est le fruit de l'extrapolation en prospective, si vous extrapolez toutes les choses qui vont mal aujourd'hui, vous arrivez nécessairement au monde de Blade Runner 2049. Parce que les gens qui font ça, ou tous les gens qui parlent d'effondrement oublié, c'est qu'il y a quand même des hommes et des femmes qui vont se dresser contre ces futurs dont on ne veut pas, pour inventer d'autres choses et faire passer à l'échelle ces solutions. Et c'est ce facteur humain qui est à la fois la cause des problèmes, mais qui peut être la solution, qui sont pas pris en compte dans ces scénarios. Et il y a une énergie aujourd'hui de réinvention qui est énorme, et il faut arriver à la capter dans ça. Et moi, je suis un intime... je suis intimement persuadé que effectivement il y a tous les signes pour un grand effondrement, mais il y a aussi tous les signes pour un grand émerveillement. Les choses peuvent aller très vite dans ce sens, et moi c'est ce que je raconte dans le livre, comment en 28 jours on peut changer l'état d'esprit à l'échelle planétaire, et comment une succession de hasards qui sont pas si gros que ça, mais un certain nombre d'événements combinés peuvent créer en fait une sorte de crise positive, une révolution positive qui embrase la planète et qui fait qu'on peut plus revenir en arrière. Et ça peut advenir, et on le voit bien aujourd'hui, dès qu'il y a des révolutions dans certains pays, ça part de rien, et on peut arriver au pire ou au meilleur à la fin, et ça dépend juste de facteurs très hasardeux, mais ça dépend aussi des intentions qu'on porte sur le monde, et les intentions sont extrêmement fortes. Si on a des intentions comme quoi ça va bien se passer, les choses peuvent advenir du bon côté. C'est un petit peu ce qu'a voulu faire le documentaire Demain. Ouais, tout à fait. Donc Demain, c'était, je dirais, le parti pris, c'était de montrer que la réinvention, par exemple, de l'agriculture, de l'école, de l'énergie, de la démocratie et de l'économie, puisque ça, c'est les 5 pans du documentaire, combinés ensemble, arrivent à créer quelque chose qui se tient. C'est-à-dire, on pourrait se dire, tiens, une ville pourrait fonctionner comme ça. Donc, c'est une façon de se représenter, une autre façon de vivre, dans lequel les gens ont l'air heureux. Ils vivent peut-être un peu avec moins sur le plan matériel, puisque la crise qu'on a, c'est essentiellement une crise matérielle, c'est-à-dire notre rapport avec la matière, elle doit changer complètement, puisque c'est ça qui gouverne notre rapport avec Gaïa, la Terre. Et le film Demain peut montrer que peut-être on a un peu moins de consommation matérielle, mais on a beaucoup plus de bonheur et de relations humaines, et on voit des gens qui ont les yeux éclairés dans ce documentaire, et c'est un film qui a inspiré les gens pour s'engager dans ce monde et le passer à l'échelle. En fait, ce qui est intéressant, c'est une discussion qu'on avait eue au téléphone de mémoire. Je crois que, alors effectivement, on a un problème avec le rapport au matériel, mais qui est un problème de croyance finalement. C'est-à-dire que dans notre monde, quelque part, la croyance, c'est que le bonheur, c'est le succès, c'est l'argent, c'est le fait de posséder. Et en fait, c'est cette croyance, à partir du moment où tu changes cette croyance, tu arrives à changer sans doute ton rapport aux choses, notamment. La croyance, en fait, c'est comme une religion. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on n'est pas dans cette croyance, on est quoi ? On est soit un marginal, soit un héritier, c'est-à-dire qui n'a pas besoin de tout ça, et puis qui vit différemment, mais sinon, on est un marginal, ou un résistant, ou un opposant au système, alors qu'en fait, ce système, il est mortifère, et on voit bien ses limites aujourd'hui. Et ce qu'il faudrait, c'est que les gens qui paraissent comme, je dirais, les résistants ou les opposants à ce système, soient plutôt les gens qui soient sensés plutôt qu'insensés. Et ceux qui sont insensés, c'est ceux qui pensent qu'on pourra ne rien changer, quoi. C'est évidemment qu'on devra changer. Et ce changement d'échelle de valeur, d'état d'esprit, c'est le grand enjeu. Alors on peut le prêcher, dire on le veut, ça suffira pas. Ce qu'il faut, c'est par des réalisations qui passent à l'échelle, faire que ce dogme dominant, tout le monde a envie d'y aller, et que l'autre s'effondre dans le sens où les gens n'ont plus intérêt, c'est-à-dire que se déplacer massivement, se nourrir de certaines choses, ou avoir certains types d'attitudes, ça soit plus des choses qui soient, on va dire, sociétalement vues comme quelque chose de positif, et les gens peuvent changer très rapidement d'attitude là-dessus. Et voilà, si des films, si des artistes, si des choses donnent l'exemple
d'exemples et d'autres types d'exemples sur d'autres chaînes de valeur, ça peut se répandre comme une traînée de poudre. C'est-à-dire, en fait, moi je vois deux mouvements parallèles. Finalement, il y a un mouvement qui va dans le sens de ce que tu décris, c'est-à-dire toute cette émergence de recherche de sens, de yoga, de méditation, qui va vraiment dans ce sens-là, je crois. Même si c'est très individualiste, aujourd'hui on a quand même perdu cet esprit collectif, mais enfin, il y a quand même ça qui monte. Et de l'autre côté, évidemment, c'est même pas qu'on a une projection négative, c'est qu'on a même plus de projection. C'est-à-dire qu'à part la Chine, qui a effectivement une longue projection sur plusieurs décennies, en Occident, on a plus du tout de projection. C'est-à-dire qu'en fait, on vit au jour le jour, donc on continue à vivre de la même manière, sans vraiment être capable de se projeter dans un monde dans 10 ans ou dans 20 ans. Et ça, c'est vraiment l'énergie qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire que ces émergences, comme il n'y a pas une vision qui va porter vers l'avenir, tout ça pour le faire passer à l'échelle, en fait, souvent, elles sont individualistes ou ultra-locales. Et le fait d'en faire un mouvement, il faut que le futur agisse comme un attracteur, ou ce futur agisse comme un attracteur pour passer toute la société à l'échelle. Donc, ce travail de vision ou de récit, c'est un travail qui est extrêmement important pour faire que ces initiatives individuelles, que ça soit prendre soin de soi, mais prendre soin de soi, les gens se replient là-dessus parce qu'il leur reste que ça. Et puis, il se crée une petite prison, ou pas une prison, mais un petit havre de paix par rapport à une société dont ils veulent plus. Mais c'est une forme de fuite intérieure. Alors, le yoga amène pas que ça. Et puis, il y a des formes de méditation qui sont collectives, dans lesquelles on peut porter des intentions collectives. Mais effectivement, cette énergie et ce centrage des humains est extrêmement utile pour la suite. Donc, c'est bien que les gens fassent ça. Mais derrière, ça doit aller avec un engagement qui va vers la société, qui va vers les autres. Et il y a beaucoup de gens qui font du yoga et qui sont aussi impliqués dans des ONG ou des mouvements, heureusement. Et ils sont pas tous en retraite dans des ashrams, même si ça fait pas du mal de faire des retraites dans des ashrams. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des visions qui entraînent et que ces visions, elles fassent paraître le système tel qu'il est comme complètement obsolète. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas de critiquer ou de détruire. Une fois que ça paraît obsolète, parce qu'on a montré quelque chose vers lequel on a tellement envie d'aller, et donc là, c'est revenir vers le travail que faisait Jules Verne ou d'autres, c'est-à-dire de peindre des mondes de demain dans lesquels on a envie d'aller, mais qui prennent en compte toute la complexité du monde et toute la transition démocratique dans l'énergie, etc. Mais de le passer à l'échelle. Demain, ça montre le monde de demain, c'est-à-dire dans un jour, ou le monde d'aujourd'hui. Ça aurait pu s'appeler aujourd'hui, mais ce qui serait intéressant, c'est de raconter le monde dans 5 ans ou dans 10 ans, avec une transition qui est déjà bien engagée, et de raconter quelles sont les difficultés que les gens auront rencontrées, et à quoi commence à ressembler ce début de monde, et à quoi il ressemblera dans 10 ans et dans 15 ans, et faire ce travail de narration, c'est-à-dire jeter des ponts dans le temps pour voir quelles seraient les étapes par lesquelles on pourrait aller, ça pourrait être vraiment trépidant pour les gens, parce qu'ils auront l'impression de participer à une grande aventure. Et moi, c'est ça ce que je voulais raconter dans ce livre, c'est cette grande aventure. Et on a une chance inouïe de vivre dans ce siècle. Soit on se dit c'est vraiment le pire siècle de l'histoire, ou alors c'est le siècle où on a une opportunité unique de retourner en harmonie entre les hommes et avec la nature, pour arriver à fonder un nouveau système dont les générations futures seront fiers. Et le principe de siècle bleu, c'est ça, c'est-à-dire dans 500 ans, on parlera du 21e siècle, peut-être, j'espère, comme du siècle bleu plutôt que du siècle noir, mais celui où un groupe d'humains, il n'y en a pas besoin d'en avoir des centaines de millions, ont décidé d'innover et de porter des choses à grande échelle pour nous faire cette mutation qui prendra du temps, parce que reconstruire tout un technosystème, tout un système d'institutions, etc., qui fonctionne, dans lequel on vit justement, qui prône l'harmonie, c'est long, mais les ingrédients sont là. Donc après, c'est juste de trouver la tactique pour le faire passer à l'échelle, le faire advenir. Et justement, alors, il y a plusieurs choses qui me viennent quand je t'entends parler. D'un côté, j'ai l'impression que le monde, il est en train de se scinder un peu en deux entre les méchants, les vilains, un peu comme Trump, entre guillemets, et de l'autre côté, des gens qui défendent, mais qui sont beaucoup plus faibles, clairement. En tout cas, en termes de pouvoir économique, politique, de lobbying, etc. Donc, il y a cette première chose. Et de l'autre côté, de l'autre côté, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas très grave. Ouais, donc il y avait deux visions du monde, tu disais, donc des gens qui sont des lobbies, et puis d'autres, des gens qui veulent innover, changer le monde, quoi. Et en fait, ça scinde le monde, donc c'est en train de se passer quelque part. Alors c'est en train de se passer. Alors moi, c'est vraiment le cœur du roman. Dans le roman, il y a d'un côté des éco-activistes et un astronaute qui a une vision poétique de la Terre, et des éco-activistes qui veulent changer le monde et qui sont ennemis publics numéro 1, et de l'autre côté des lobbies. Bon, ça se passe aux États-Unis,
États-Unis, donc à Washington, qui essayent de tenir le pouvoir, le lobby militaro-industriel américain, qui veulent préserver, et le choc entre les deux est extrêmement violent, puisqu'il y en a qui ont justement la force militaire, la force de surveillance du pays, et le combat est inégal. Mais ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que dans le camp des méchants, entre guillemets, comme on pourrait les appeler, il y a du doute aussi. Je veux dire, c'est des gens qui sont à un niveau de stress hallucinant, à un niveau d'anti-bonheur, même s'ils ont le pouvoir absolu. Et par exemple, dans mon roman, le président des États-Unis, qui incarne au départ ce pouvoir maléfique, il switch dans le bouquin, quoi, parce que il en peut plus. C'est-à-dire que il est aussi papa, il a aussi d'autres engagements, il a eu des choses dans sa vie, et chaque homme a les limites de ce qu'il peut appeler. Et on se rend compte que s'il y a un monde en émergence qui montre que l'autre monde est obsolète, les partisans de ce monde obsolète vont vite être habités par la honte. Alors pas les pires d'entre eux, mais au moins leurs lieutenants et leurs troupes en dessous. Donc les pires, ils resteront jusqu'au bout convaincus et arc-boutés là-dessus, et ils ont du pouvoir. Mais vous prenez des grandes entreprises françaises aujourd'hui, alors les gens vont assez facilement les classifier, les bonnes entreprises, les mauvaises entreprises. Bon, elles sont là, et si elles sont là, c'est parce que les gens achètent leurs produits. Au sein de ces boîtes, il y a plein de gens qui veulent changer les choses, et souvent dans les comités de direction, à la direction même de la société, et donc alors après il y a les actionnaires qui sont derrière, on peut pas réinventer complètement le business model d'une société ou le produit qu'elle vend, ça prendra peut-être des années, mais il y a une vraie volonté de changer, et c'est vraiment il faut arriver à faire que cette vision du monde soit quelque chose d'assez invasif ou de viral, et qu'il atteigne les gens en disant j'ai eu ce virus du monde souhaitable, qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon entreprise pour aller vers ça, et tout changera. Et puis au bout d'un moment, les boîtes qui n'auront pas fait ce switch, plus personne n'en voudra. C'est ça. Et voilà. Donc mais ça nécessite que le même au sens là de Richard Dawkins de ces mondes souhaitables, il soit un même fort. Et aujourd'hui, on n'entend parler que du même de l'effondrement. Et ça, c'est un même. Alors les gens ont l'impression qu'en prenant ça, on est résistant par rapport au système. Pas du tout, quoi. Je veux dire, on est juste en train de dire ça va péter. Et puis une fois que ça va péter, on va se serrer les coudes. J'ai bien raison. Voilà. Et voilà, t'as bien raison. Alors donc il prône de créer des idoles de résilience, qui est une bonne chose. De toute façon, il faut que les sociétés soient résilientes. Et on n'est pas assez résilient, mais c'est pas assez. Je veux dire, là, on est au moment où on peut plus faire l'économie de tenter des choses complètement insensées pour changer le monde. Et c'est vraiment ça l'enjeu là des 3-4 prochaines années, de tenter des choses un peu folles, mais avec de la tactique, avec une vraie connaissance du système, et puis avec une vision qui plaît aux gens, quoi. Donc, c'est ça. C'est ce que disait donc la discussion que j'avais avec Mathieu Baudin de l'Institut du Futur Souhaitable, où il me disait il est trop tard pour être pessimiste, de toute façon. C'est ça. Et moi je dirais, il y a ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'il est trop tard d'être pessimiste. Le monde s'est toujours pas écroulé. C'est-à-dire que finalement, il y a encore le temps quand même d'inventer des choses. Et si on est juste terrifié par ce qui peut arriver, le peu de gens qui auraient pu avoir, on va dire, la mission ou l'inspiration de changer le monde, si ces gens-là sont terrifiés en se disant, je renonce parce que de toute façon, c'est inéluctable. Voilà, toutes les choses que l'humanité a fait, qui a conduit à une évolution sociétale, c'était basé sur quelqu'un qui a eu le cran pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans de se battre contre l'avortement, pour le droit de vote des femmes, et qui ont tenu. Et au début, les gens disaient mais tu arriveras jamais, quoi. Tu vas prendre Badinter, la peine de mort, il a failli mourir et tout, et pourtant il est arrivé. Donc il faut que ces héroïnes ou héros qui peuvent changer le monde le fassent, quoi. Luther King, qui lui est mort pour le coup. Mais... Exactement. Tu vois, donc, et alors, quand on parle de changement de spiritualité, parce que finalement c'est ça dont on parle, une forme de spiritualité qui serait alors qui serait pas liée aux religions évidemment, mais spiritualité de société, hein. Moi, ma croyance, c'est de me dire que ça passera par les entreprises. J'ai l'impression que les entreprises ont beaucoup plus de pouvoir, tant économique que sociétal. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça une entreprise ou une société, que les États aujourd'hui. C'est quoi ta croyance, toi, sur cette évolution de spiritualité? Parce que finalement, c'est ça dont on parle. Alors, la question de la spiritualité, elle est fondamentale, et effectivement, avant, la spiritualité était complètement liée à la question de la religion, qui était une forme de pouvoir et de contrôle des populations. Là, on se rend compte qu'il y a un très fort... on parlait de yoga, de méditation, c'est un élément, mais on voit que la manière dont on appréhende le monde est en train de changer complètement. Il y a des révolutions en
physique, notamment, puisque la physique, c'est ça qui gouverne le monde, qui nous montre que la réalité, le temps, sont pas des choses qui s'écoulent de la manière dont on voit. Et on est encore dans une vision extrêmement déterministe, très 17e siècle de comment le monde fonctionne. Et en fait, le monde est beaucoup plus riche, le rapport à la matière est beaucoup plus riche que ça. Nos sens nous livrent pas la vraie définition de la réalité. Et on est à l'aube de révolutions sur la connaissance du cerveau, sur la connaissance de la matière, du réel. Et ça va amener une nouvelle physique, une nouvelle spiritualité, des nouvelles sciences. Et là-dedans, ça donne énormément d'espoir. Et c'est très intéressant que ça arrive maintenant, parce que ça peut complètement changer les paradigmes sur la façon dont le monde est gouverné, et ça peut donner naissance à des nouvelles formes de spiritualité qui peuvent accélérer la transition. Aujourd'hui, voilà, toutes les découvertes sur le cerveau, sur la conscience, enfin, il y a des choses complètement folles dont on parlait pas jusqu'à présent, dont on commence à parler, qu'on commence à expliquer, qu'on commence à analyser, et qui posent des questions à la science qui sont nouvelles et d'une nature haute, et qui vont amener à une révolution. Et ça va se passer au niveau des individus, des groupes, au niveau des entreprises. Forcément, c'est des acteurs économiques qui font fonctionner le système. Donc, si le système change, les entreprises, soit elles participeront de cet élan, soit elles disparaîtront. Mais ça reste des éléments qui fédèrent des milliers ou des centaines de milliers de personnes pour accomplir des tâches. Il faut juste que ces tâches soient biocompatibles avec le vivant et puis avec les humains. Mais le principe même d'entreprise n'est pas malsain, quoi. Ce qui est malsain, c'est le fait d'être mortifère et le fait d'être dans une croissance permanente qui soit pas compatible avec les limites de la planète. C'est pas le principe d'entreprise. Et puis il y a d'autres principes d'entreprise qui soient pas des entreprises listées. Ce qu'on commence à voir aujourd'hui, là, les sociétés à mission ou les coopératives, les scopes, etc. Qui sont d'autres façons de faire travailler des humains où les gens sont tous actionnaires de leur entreprise. Tout ça, il y a des modèles qui fonctionnent bien, et c'est la mission en fait de l'entreprise qui est problématique aujourd'hui, et son rapport à l'actionnaire et à l'argent et la nature des produits qu'il livre, plus que la notion d'entreprise elle-même, quoi. Et alors toi, de ton côté, parce que donc t'as écrit ces deux romans qui sont quand même une forme d'acte politique. En tout cas, t'essayes d'apporter ta pierre à l'édifice de cette manière. Mais je sais que tu fais aussi d'autres choses. Tu peux en parler ? Ouais. Alors sur l'acte politique, dans la nouvelle version du roman là qui est sortie il y a quelques mois, j'ai notamment rajouté un manifeste qui s'appelle Manifeste de Gaïa, qui est le groupe éco-activiste qui a vraiment un manifeste pour faire une révolution, quoi. Donc c'est dedans. Donc il y a un vrai acte politique. Moi à côté, je dirige une entreprise dans le domaine de l'énergie qui pour moi est un des domaines fondamentaux, parce que en fait c'est notre abondance d'énergie fossile aujourd'hui qui fait qu'on fait n'importe quoi, quoi. On n'aurait pas autant d'énergie, on ferait pas autant n'importe quoi, on serait pas à extraire, transformer, détruire, et on serait pas là toute la frénésie du monde est liée à notre système énergétique. Donc le grand enjeu, c'est d'aller vers des économies d'énergie et des énergies d'une autre nature, et juste changer la nature de l'énergie, ça suffira pas, il faut vraiment passer à quelque chose d'une autre nature. Donc ça, moi, c'est mon grand combat dans la journée. Et puis sinon, à côté, je suis impliqué dans un projet là qui s'appelle Blue Turn, qui est la matérialisation de la vision que j'avais dans Siècle Bleu, qui est que la vision de la Terre vue depuis l'espace, qui est donc ce vaisseau spatial sur lequel on est tous embarqués et qui est magnifique, en voyant la Terre depuis l'espace, en fait, les astronautes sont tombés amoureux de la Terre par un effet qu'on appelle l'overview effect. Et moi, ça fait 20 ans que je voulais recréer cet effet. Et avec un ami là qui s'appelle Michael Bocara, on a créé ce projet Blue Turn pour faire vivre aux gens de l'expérience de la Terre telle qu'elle est vue de l'espace. Et en fait, il s'avère que les gens, en voyant ces vidéos, pleurent, quoi. Donc surtout quand ils les voient à nombreux. Donc là, ça fait plus de 2 ans qu'on a lancé ce projet. Il y a eu des centaines de représentations publiques de ces images dans le monde, et à chaque fois beaucoup d'émotions. On a créé une application, il y a plus de 100 000 téléchargements de cette application. Comment ça s'appelle, Blue Turn, BLUE-TURN. Et là, on travaille sur une nouvelle version pour vraiment passer à l'échelle planétaire, pour faire ressentir aux gens, qu'ils forment une humanité, et 2, que on est tous habitants et intendants de cette terre Gaïa, et de matérialiser ce lien d'amour qu'on peut avoir entre humains et avec Gaïa. Donc c'est un site, je pense que ça sera prêt dans la deuxième partie de l'année, sur lequel on travaille, et ça sera une expérience encore plus forte que celle qui est vécue par les astronautes, sur lequel on travaille. Donc moi, c'est vraiment ça, d'arriver à cette énergie
on va dire, de conscience planétaire, parce que c'est un domaine sur lequel il y a peu de gens qui sont impliqués, et c'est important si on veut fédérer les gens dans cette transition d'avoir cette conscience planétaire. Donc je travaille là-dessus avec ça, et puis je suis aussi très impliqué, vous citiez tout à l'heure l'Institut des futurs souhaitables, je travaille beaucoup avec eux, parce que, enfin, je veux dire, en France, ils ont réussi justement à fédérer tous les gens qui n'ont pas lâché l'idée qu'un futur positif ou souhaitable soit encore possible. Et pour moi, c'est absolument fondamental qu'on puisse se compter, qu'on se sache nombreux, que quand on parle dans la presse, voilà, on développe des scénarios alternatifs, et que on fasse masse, et que on peuple les futurs possibles de futurs souhaitables. Et après, ces futurs, le fait qu'ils existent, là, il y a un bouquin très important qui est sorti là récemment, qui s'appelle Ce souvenir de futur de Jocelyn Morisson et Romuald Le Terrier, qui explique que quand on pose des intentions sur le futur, en fait, on change en fait un espèce de multivers quantique dans lequel il y a différents futurs possibles, et que si on pose des intentions qui sont positives, en fait, on crée des chemins qui pourront nous mener vers ça, et ces chemins se manifestent par des synchronicités, par des coïncidences. Et si vous ne peuplez pas le futur de coïncidents, vous ne créez que des coïncidences pour des futurs détestables, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est prouvé scientifiquement, c'est qu'il y a des boucles d'interaction entre le passé et le futur, et que le futur influence le présent, alors qu'on pensait que c'est le présent qui influençait le futur, mais la force des intentions fonctionne. Et ce livre et d'autres travaux depuis une vingtaine d'années en physique sur la rétrocausalité montre que, en fait, ce travail de prospective ou de peupler le réel de schémas, c'est une chose que les Grecs faisaient avec la Pythie, avec d'autres choses, et que nous on fait plus, ou avec les oracles du Yuking chez les Chinois. Et il faut absolument qu'on se réempare ça, parce que c'est fondamental, sinon le futur adviendra pas. Donc le travail de l'Institut des futurs souhaitables, c'est toujours ça, cet aller-retour entre 2040 et 2020 pour essayer d'inspirer 2020 avec ce qui pourrait se passer de plus souhaitable en 2040. Et du coup, qu'est-ce que les gens qui nous écoutent, s'ils veulent s'intéresser à cet institut, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent chercher en ligne, ils peuvent interagir, vous tapez ils peuvent Institut se des former. futurs souhaitables et vous trouverez, en fait, il y a des conférences qui sont organisées par l'Institut. Il y a une formation que les gens peuvent faire sur 6 mois. Je crois que c'est une vingtaine de journées sur 6 mois. Donc, il y a 2 promos en parallèle. Donc, il y a une centaine de personnes qui sont formées par an. 2 promos de 25 tous les 6 mois. Et ils font un voyage entre le présent et le futur, entre les émergences de maintenant et ce qui pourrait arriver dans le futur, pour arriver à comprendre quels sont les tipping points, quelles sont les choses qui pourraient changer, et surtout comment eux peuvent influencer, et quels sont les outils qui leur permettent d'influencer les choses. Donc, c'est un mélange de conférences, de choses un peu théoriques, de récits sur l'imaginaire. Moi, j'interviens là-bas sur justement comment le récit peut nous aider à bâtir des futurs souhaitables, et je fais un atelier d'écriture là-bas, et puis j'explique comment j'ai écrit ce roman Siècle bleu, mais il y a des tas d'intervenants différents, voilà. Et puis ils ont des focus labs sur des choses un peu plus précises, sur les organisations souhaitables, sur le biomimétisme, qui sont des choses où justement on parlait d'entreprise. L'entreprise, il y a la mission qui est importante, mais aussi la façon dont elle est organisée, la façon dont le management fonctionne. Et aujourd'hui, on va dire le management pyramidal, dictatorial, c'est fini ça. C'est-à-dire, enfin, on souhaiterait que ça soit fini, puisque voilà. Et il y a des tas d'autres formes d'organisation, certaines qui, quand elles sont mises en œuvre, elles sont extrêmement bordéliques, l'holacratie, etc., mais qui ont des bienfaits. Mais là, c'est une science en cours d'élaboration, et dans cette focus lab d'une semaine, les gens passent en revue les différents modes d'organisation souhaitables pour après les implémenter dans l'entreprise. Et je me souviens quand on se parlait au téléphone, tu m'as fait des citations de ces astronautes. Tu parlais des astronautes tout à l'heure quand ils ont eu cette vision de la Terre. Est-ce que tu en as une en tête? J'aime bien d'Eugène Cernan qui disait nous étions partis pour découvrir la Lune et nous avons découvert la Terre, quoi. Et ça a été le gros choc tout le programme Apollo, c'était un truc très égotique, presque on va dire très masculin, d'aller ensemencer la Lune qui nous narguait depuis des millions d'années. Et en fait, en allant vers la Lune, la révélation, ça a été cette photo de la Terre, et ça a surpris presque tous les gens du programme Apollo, quoi. Les gens ne parlaient plus que de la Terre. Finalement, la Lune, on l'a vu, elle était un peu moche, morte, pas fertile, grise. Enfin, c'était un acte énorme, mais c'est vraiment ce retour vers nous-mêmes qui a été extraordinaire. Et moi, c'est ça qui me passionne dans la conquête de l'espace. C'est pas le fait de fuir la Terre pour aller s'implanter ailleurs. C'est ce retour vers nous-mêmes. Et par exemple, nous, le projet Blue Turn qu'on a, on utilise un satellite de la NASA qui est à 1 500 000 km de la Terre, qui est toujours sur l'axe Terre-Soleil, et qui prend toutes les 2 heures des photos de la Terre, tout éclairé, et nous on les met en animation et avec des belles musiques sur notre projet Blue Turn. Et en fait, c'est un selfie géant, ce truc-là, c'est-à-dire la Terre se photographie elle-même, et ce selfie, en fait, c'est quand je parlais, le futur nous envoie des bouées de sauvetage par des synchronicités, c'est un peu ça, ce projet-là, il est de nature à inspirer les gens, mais comme
beaucoup d'autres, hein, mais ce truc-là aurait failli, pour 50 raisons, ne pas se faire. Moi, j'ai attendu 20 ans que cette mission parte, et pourtant, ça se fait, et on arrive à ça. Et donc, le spatial, qui est vécu comme, on va dire, par beaucoup, comme une extrapolation du militaire, en fait, nous amène des choses extrêmement poétiques, d'un côté, et d'autre, des choses très pratiques, qui est toute la surveillance, on va dire, satellitaire, des paramètres vitaux de la Terre. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important pour mesurer où on en est en termes d'émissions de CO2, de chaleur, d'acidité des océans, ou de propagation de certains éléments chimiques. Donc le spatial amène beaucoup, et voilà, il change les consciences. Autre citation, il y avait un astronaute, je crois que c'était un astronaute d'Arabie Saoudite, qui disait: le premier jour nous regardions notre pays, le deuxième jour nous regardions notre continent, et à partir du troisième jour nous ne regardions plus que la seule Terre. C'est-à-dire que la notion de frontière, qui est vraiment très marquée dans les esprits, alors au moins de nos parents, je veux dire, nous qui aimons voyager, ou qui aimons l'Europe pour ce qu'elle est, la notion de frontière, on se sent tous un peu citoyens de la Terre, mais quand vous êtes dans l'espace, vous le voyez vraiment. Et c'est quelque chose, pour l'instant, il n'y a que 500 personnes qui l'ont fait, et nous, on essaye de rendre de le diffuser à tout le monde avec juste un ordinateur ou un smartphone pour pouvoir vivre cette expérience, et de faire ressentir ce que ces gens ont ressenti, c'est-à-dire la notion de monde fini, c'est-à-dire quand on réalise qu'on vit dans un monde qui est finalement pas si grand que ça, mais qui est petit, on en prend plus soin, on réalise qu'il est beau, on vit aussi dans le cosmos qui est noir et lugubre, et ça fait peur, mais d'un autre côté, ça nous rend extrêmement fiers et heureux d'être là. On aurait pu être sur une planète comme Mars ou la Lune, où il n'y a pas grand-chose à faire, et en tout cas pas beaucoup de diversité de couleurs, de reliefs, et de minéraux, et de végétaux, et d'animaux. Nous, on a une chance extraordinaire. Et puis l'autre chose, c'est l'expérience de l'interdépendance, c'est-à-dire de voir que toutes ces espèces qui forment Gaïa, en fait, elles sont interdépendantes les unes des autres. On dépend des bactéries, mais aussi des baleines, et aussi de certains types d'oiseaux, et des abeilles. Et l'humain dans tout ça, qui est vraiment la créature mortifère par excellence pour l'instant, on peut peut-être se réinsérer dans ce grand réseau, écosystème. Et le fait d'être dans l'espace, on le ressent, ça, que tout ça est interconnecté. Et là, dans la nouvelle version de Blue Turn, on est en train de travailler avec un compositeur américain là, très connu, pour qu'il construise une musique qui reflète justement ce chant de la Terre, quoi. Et ce chant de cohésion de la Terre, et d'essayer que ça soit un chant de cohésion qui rentre en résonance avec le cœur et avec les émotions de ceux qui regarderont. La musique est très importante dans tout ça, et voilà, la musique, l'harmonie, enfin tout ça, c'est des choses qui sont on a tendance à oublier la poésie en fait aujourd'hui, et en fait la poésie, c'est ce qui fait qu'on a un rapport sensible avec le monde, avec les humains, et quand on est uniquement dans une relation utilitaire, on perd ça. Une fois qu'on réintroduit ça, ça réintroduit le respect, ça réintroduit le temps de contemplation, le temps d'émerveillement, le temps du doute, le temps du choix. Et ce petit temps, cette petite couche qu'on se rajoute, finalement, si tout le monde mettait en place ça, ça changerait le monde. Donc c'est pour ça que quand on a commencé notre conversation, je pense on n'a vraiment pas besoin de beaucoup pour changer le monde. Là, pour l'instant, on est dans des stratégies même très guerrières pour changer le monde. Le gouvernement, faites ci, faites ça. Si on arrivait, je sais pas, à répandre la méditation à l'école, ou introduire des signes de courtoisie, la façon dont on fonctionne, déjà, les gens seraient beaucoup plus heureux. Après, ça changerait pas notre monde, notre rapport à la matière. Donc ça, c'est quelque chose de plus profond faut qu'on arrive à interner, et rendre sexy le fait d'utiliser moins de choses, mais le rendre désirable à la fois pour la santé, puis nos rapports aux autres. Donc voilà. Mais il y a beaucoup de choses à faire pour changer ce 21e siècle. En tout cas, c'est un récit positif, donc moi, ça me va bien. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu voudrais claquer ou ouvrir la porte. Je voudrais ouvrir la porte de nos rêves, en fait. On ne croit pas assez à nos rêves, on ne prend pas nos rêves au sérieux, et je pense qu'il est venu le temps de prendre nos rêves pour des armes de construction massive. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.